un autre complot. Il y a d'autres formes de complots qui ont été mis en place. Je les analyse en détail dans mon livre. Par exemple, le G7, qui est devenu le G8, avec l'entrée de la Russie, n'est rien d'autre qu'un espace où on discute les stratégies à mettre en place pour la marche du monde et qui subissent pour la plupart ce qui est décidé au sein du G8 ou au sein du Conseil de sécurité. C'est très souvent les pays du tiers-monde. Au Conseil de sécurité, vous le savez, la plupart des problèmes discutés en matière de conflit concernent les Africains. Mais ces problèmes sont discutés en l'absence des Africains. Enfin, prenons le deuxième volet, puisque je présente deux volets dans mon livre, celui du développement. Peut-être pour parler du développement en bref du continent africain, il est intéressant, je pense, de s'appuyer sur un exemple. C'est celui de la Belgique. Nous, Congolais, nous appelons les Belges des oncles nonoko, ce sont des femmes de tantes. Donc si j'ai des oncles ou des tantes dans la salle, j'aimerais avoir un langage sincère, familial avec mes oncles et avec mes tantes. Car c'est seulement de cette façon qu'on peut arriver à construire l'avenir. Léopold II, le roi des Belges, était séduit en observant le développement des Pays-Bas, de la Hollande en particulier. Et il avait demandé à ses conseillers d'aller séjourner aux Pays-Bas pour étudier le développement de ce pays et l'origine de l'enrichissement rapide des Pays-Bas. Et les conseillers ont donc rapporté les résultats au roi en lui disant que si ce pays se développe, c'est grâce à tous les bénéfices qu'il rapporte des colonies. C'est grâce aux bénéfices, évidemment, initiés par des colonies. Et donc, très rapidement, Léopold II a eu l'idée, pour pouvoir initier le développement de son pays, la Belgique était un État pauvre à l'époque, donc avait souhaité trouver une colonie. Et il s'était mis à chercher cette colonie, d'abord là où, évidemment, où les Néerlandais trouvaient leur richesse, c'est-à-dire en Asie. Et puis, il s'était très rapidement rendu compte que toutes les colonies étaient occupées. Il avait négocié avec le Portugais pour qu'on lui vende une île, si possible. Les Portugais avaient refusé. Il avait négocié avec le Français en insistant. Le Français avait refusé. Et dans le désespoir, il s'est intéressé à l'Amérique latine. Donc, il est allé chercher, en envoyant évidemment toujours des émissaires, il a voulu obtenir une colonie dans le désordre argentin, en se disant, puisque ce pays est dans une anarchie totale, j'aurai espoir qu'on me vende un espace important. Et là aussi, malheureusement pour lui, les Espagnols ont refusé de lui vendre une portion. Il est allé en Afrique du Nord et n'a rien trouvé. Et finalement, il s'est dit, ouf, ben, la chance pour moi, c'est d'aller là où on achetait les hommes noirs. Et donc, il a envoyé des émissaires en Afrique subsaharienne, et parmi lesquels il y a Stanley. Vous l'avez étudié, nous l'avons étudié en histoire. Et Stanley avait finalement trouvé un territoire immense, les tiers des États-Unis, pour le roi des Belges. Pour lui seul, imaginez un tiers des États-Unis, la surface actuelle, pour un seul individu. Enfin bref, dès qu'il est devenu propriétaire à titre individuel du Congo, coup de chance pour lui,
le caoutchouc avait une demande mondiale en hausse. Et donc, puisque le roi Léopold II voulait à tout prix s'enrichir, mais il a trouvé l'occasion de s'enrichir. Et de 1885 à 1908, le roi des Belges a réussi à constituer la fortune la plus importante de l'époque, en très peu de temps. Donc c'est dire que le Congo étant un pays riche, il suffit d'être chef d'État pendant un mois pour devenir millionnaire. Je ne dis pas millionnaire, mais en un mois au Congo, si vous êtes chef d'État, vous devenez millionnaire. C'est un pays, il y a très peu de pays au monde qui ont cette richesse. Très peu de pays. Bref, Léopold II s'est mis à exploiter le Congo. Et pour pouvoir s'enrichir assez rapidement, comme je l'ai dit, il a exploité la main-d'œuvre congolaise. Et lorsque les Congolais refusaient de récolter les caoutchoucs, Léopold II demandait à ses agents de couper les bras de ces travailleurs. Il arrêtait, ces agents arrêtaient la mère et les enfants pris en otage pour contraindre l'homme à pouvoir revenir et travailler pour lui. Ce que je dis ne sort pas de ma tête. Il existe un livre que je fais circuler. On le retrouve plus sur le marché, donc s'il vous plaît, remettez-le-moi à la fin. C'est l'unique exemplaire que j'ai. Vous trouverez des photos des hommes qui avaient perdu leurs mains pour participer à l'enrichissement de la Belgique. Évidemment, tous les caoutchoucs et tous les minéraux qui étaient exploités prenaient la direction de la Belgique. Quand en 1960, le Congo accède à l'indépendance, la Belgique quitte le Congo en emportant le coffre-fort du Congo. Sous Léopold II, le Congo, donc de 1885 à 1908, la population congolaise est passée de 20 millions à 10 millions. Donc il y a eu un génocide dont on ne parle pas, de 10 millions sous le règne de Léopold II. Et un auteur belge dit, ça ne vient pas de moi, dit que, vu du Congo, Léopold II ressemble à Hitler. Et on n'a jamais, le monde civilisé, le monde démocratique n'a jamais fait de reproches à Léopold II. Au contraire, on l'admirait, on l'applaudissait, on envoyait encore beaucoup plus de missionnaires pour civiliser les Congolais. Donc, les pays africains accèdent à l'indépendance sans ressources, car ce qui s'est passé au Congo, c'est également passé dans le même contexte dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, ainsi de suite. La liste est longue. Donc ce pays entre dans l'indépendance sans ressources. On leur propose, comme je viens de le dire, d'initier le parti unique pour développer leur pays. Mais évidemment, ils ne peuvent pas. Et vient une possibilité, une ouverture. C'est cette fameuse crise pétrolière des années 70, en 1977. Le pays pétrolier asiatique amasse une fortune colossale et ce pays ne savent pas quoi faire de cet argent. Ils vont donc placer cet argent dans les capitales occidentales et principalement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, à un taux très faible, 3%, 4%, 5%. C'est donc cet argent-là que les anciennes puissances vont proposer aux pays africains pour initier le développement.
Et donc, les pays africains sont évidemment contents de trouver de l'argent frais. Nous sommes à une période où il y a de partis uniques, et ce sont donc deux chefs d'État qui vont signer des contrats avec les banques occidentales. Mais souvenons-nous, cet argent ne va pas dans les pays africains. L'argent reste dans les banques occidentales. Et les États africains achètent de la marchandise en Occident avec un prix qui va doubler, voire tripler. Et l'argent qu'on prête aux pays africains, reçu à un taux très faible, et je dis 3%, 4%, 5%, va être prêté aux pays africains à un taux très élevé, jusqu'à 40%. Évidemment, les chefs d'État, vu qu'ils sont dans la logique d'un État, d'un parti unique, ils sont seuls à pouvoir décider. Ils coopèrent avec des réseaux extérieurs. Certains chefs d'État vont s'arranger pour détourner tout simplement cet argent. Pour lesquels l'argent rentre en Afrique, il reste en Occident, passe d'une banque à une autre. Et donc, très rapidement, les pays prêteurs se rendent compte que les pays africains sont incapables de pouvoir rembourser de l'argent. Alors, ils s'adressent aux institutions financières de Bretton Woods, donc Banque mondiale, Fonds monétaire international, qui mettent en place ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel, c'est-à-dire qu'on prête de nouveau de l'argent aux pays africains pour pouvoir rembourser les précédentes dettes. Donc, il y a une logique d'endettement sur endettement. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la dette, en fait, il s'agit du service de la dette, parce que la dette elle-même avait déjà été payée. Lorsqu'on n'a pas les capitaux, il est clair qu'il est pratiquement impossible de pouvoir initier le développement. Je vais m'arrêter pour qu'on puisse échanger. Donc, les pays africains vont vivre dans cette logique-là de parti unique, de prêts à des taux très élevés, jusqu'à la chute du mur de Berlin. À la chute du mur de Berlin, on se rend compte que les pays occidentaux qui étaient sous influence soviétique demandent la reconnaissance de leur souveraineté, s'éloignent du monde soviétique. Ce vent va aussi se manifester dans le continent africain. Et les chefs d'État, pour répondre aux attentes et aux revendications des opposants, vont organiser ce qu'on a appelé les conférences nationales. On va donc passer de parti unique vers le multipartisme. On va donc initier, nous sommes dans les années 90, on va fin 80, début 90, on va donc initier dans le cadre du multipartisme ce qui va se ressembler aux élections comme en Occident. Mais en réalité, que se passe-t-il dans le cadre des élections initiées en Afrique? Peut-être qu'on va lire rapidement un petit extrait et je vais donner quelques éléments qui concernent l'organisation des élections en Afrique. Et on va finir par cet aspect-là avant de commencer. Je trouve le passage. Il s'agit de développement. C'est la page 73. L'idéologie de la division internationale du travail est défavorable à l'Afrique. Le développement de l'Afrique est bloqué à cause de la division internationale du travail dans laquelle les pays africains sont contraints à produire et à vendre des matières premières dont la valeur ajoutée est nulle. Ces matières premières connaissent une grande fluctuation des prix dans le sens de la baisse, là où les produits finis
ou transformés connaissent une fluctuation des prix dans le sens de la hausse. La transformation des matières premières est faite à l'étranger et beaucoup de pays africains sont incapables d'acheter leurs propres produits après leur transformation. La division internationale du travail s'inscrit dans la logique du complot contre l'Afrique. Elle trouve son origine dans le pacte colonial qui fut, citation, un régime d'échange imposé par les pays européens à leurs colonies au XVIIe siècle, selon lequel la colonie ne peut importer que des produits venant de la métropole, tandis qu'elle ne doit exporter que vers celle-ci. Ce régime de l'exclusif, dit pacte, qui est une application du mercantilisme, organise ainsi une division du travail, la colonie ne pouvant fournir que des produits qui ne font pas concurrence aux produits métropolitains. La dénonciation de ce régime de l'exclusif est à l'origine de la guerre d'indépendance américaine en 1776. Merci beaucoup. Donc, à partir des années 90, partit la conférence de la Bonn sous Mitterrand, demandant aux États africains de libéraliser l'espace politique. Les pays vont donc organiser le multipartisme qui a évidemment comme finalité l'organisation des élections libres au suffrage universel. Et donc, idéalement, on peut penser que c'était là un très bon choix. Mais en réalité, et une fois de plus, les think tanks, les boîtes à idées, ou comment on peut encore les qualifier, les think tanks, c'est les groupes de réflexion, en s'associant avec les États, avec les firmes transnationales qui tirent profit dans les pays faibles, ou sinon qui vivent sur le dos de ces États faibles, ont de nouveau trouvé une autre astuce. C'est que longtemps avant les élections, ils choisissent leurs hommes et ils mènent campagne pour que le pays, comment dirais-je, lors des élections, choisissent l'individu que eux avaient déjà choisi. C'est donc dire que dans beaucoup de pays africains, les élections peuvent être qualifiées des élections bidons. C'est une procédure qui consiste à confirmer la personne qui avait été choisie longtemps avant par les think tanks, les groupes, les boîtes à idées, des réseaux qui, justement, comme je viens de le dire et je me répète, qui vivent sur le dos du continent africain. Ainsi, on peut observer une forme de monarchie dans le pays africain. Le fils succède au père, on l'a vu au Gabon, au Togo, car les réseaux qui ont toujours travaillé avec tel groupe préféreraient continuer à travailler avec le même groupe. Un Français avait dit, parlant du Togo, en disant, on a toujours coopéré avec EADEMA, ça ne doit pas changer. Vous voulez qu'on coopère avec quelqu'un d'autre qui va changer les relations entre la France et les Togo? Non. Et peut-être que demain, on connaîtra la même réalité au Sénégal ou en Égypte et peut-être aussi ailleurs. Néanmoins, nous pouvons constater que les Africains, puisqu'ils ils voyageaient peu avant, puisqu'ils vivent longtemps ailleurs, ils ne vivaient pas longtemps avant, puisqu'ils sont mieux formés qu'avant, comprennent de plus en plus les relations internationales et prennent conscience et se battent de plus en plus pour que le fonctionnement de la politique dans leur pays change.
Et cette prise de conscience, cette volonté de mettre en place d'autres institutions qui répondront aux attentes des Africains entraîne malheureusement de nouveaux conflits. Car ceux qui avaient pris l'habitude de tirer profit ne veulent pas abandonner leur profit sur le continent africain. C'est ainsi que, en ce qui concerne le Congo, mon pays, à la chute du président Mobutu, du maréchal Mobutu, une nouvelle guerre a été mise en place pour tirer profit des ressources du Congo. Cette guerre a entraîné, comme à l'époque de Léopold II, a entraîné plus de 6 millions de victimes. On a peu médiatisé le conflit congolais, mais vous le savez depuis un certain temps, ce conflit est à la une. Voilà donc ce que je voulais échanger avec vous. On pourrait peut-être s'attarder davantage sur certains passages. Et l'exemple le plus frappant de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe en Afrique, du conflit africain, se trouve dans l'exemple de la Somalie. Et j'ai fait une étude très approfondie du cas somalien. Ce que la presse dit est complètement différent de la réalité. Évidemment, la presse ne peut pas toujours dire ce que pensent les États parce que la presse reçoit du subside de l'État. Peut-être un dernier extrait avant qu'on initie le change, si vous permettez. C'est tout proche de la conclusion et en effet, il est mis en évidence là ce qu'il y a à faire. Pour cesser d'être victimes de complots, les Africains doivent collectivement s'intéresser à la stratégie et à la ruse internationale contre leur continent. Ils doivent développer ensemble les moyens de changer les rapports de force qui les contraignent à la soumission. Ils doivent surtout construire, toujours ensemble, des académies militaires dans lesquelles ils vont étudier l'histoire de la domination du continent, la géopolitique de l'Afrique, les relations internationales que les écoles de pensée occidentales enseignent pour assujettir les Africains à travers le temps. Ils doivent se faire violence et unir leurs armées pour lutter contre les ennemis extérieurs du continent, tout en construisant ensemble de grandes firmes transnationales dans lesquelles les intérêts des hommes d'affaires et des États africains seront prioritaires. C'est de cette manière que ceux qui exploitent et qui maltraitent les Africains à distance apprendront à les respecter et à travailler honnêtement avec eux. L'humiliation de l'Afrique doit prendre fin. Chaque Africain doit se sentir responsable de l'avenir immédiat et lointain de son pays et du continent. Les Africains, les dirigeants comme les peuples, doivent changer leur comportement, leur conduite et leur perception du monde en respectant les normes, les droits de l'homme et de l'état de droit. Il faut pour cela que l'Afrique cesse d'être victime de ses dirigeants. Voilà, j'ai trop parlé, toutes mes excuses. Je vous rends la parole, tout en vous remerciant. Pour ce travail très étoffé, donc bourré de faits, de renvois à des événements bien précis, à des propos aussi précis, tirés de documents, etc., je voudrais savoir si vous avez essentiellement utilisé des bouquins ou pu parler, entrer en contact avec des chefs d'organisations, d'institutions, enfin bref, tout ce qui est mis en cause là-dedans. Je suis chercheur et donc je privilégie toutes les pistes. Le travail de départ est essentiellement documentaire. Évidemment, en sciences sociales, les chercheurs font de choix. Certains
il utilise les sondages, les questionnaires, l'étude de terrain, surtout en ce qui concerne le sociologue, privilégie beaucoup l'étude de terrain. En ce qui me concerne personnellement, je privilégie l'approche documentaire. Donc, je suis ce qu'on appelle, évidemment, M. Graf sera content, un rat de bibliothèque. Je passe beaucoup de temps à lire, et après avoir lu, j'aime beaucoup échanger avec d'autres chercheurs pour évidemment savoir ce qu'ils pensent, discuter pour, comment dirais-je, confirmer ce que je veux pouvoir valider dans mes recherches. Donc voilà un peu pour répondre assez rapidement à votre question. Ma démarche est essentiellement documentaire, et avant tout documentaire. Est-ce que tous les documents sont accessibles? Je veux dire, si vous êtes tout à coup confronté à, je sais pas moi, une alliance politique, un événement qui met des chefs d'État en cause, on y a accès? Bien sûr, évidemment, il y a des procès possibles, des poursuites possibles. Et donc, un chercheur prend toutes ces précautions. Raison pour laquelle j'aime être rigoureux dans la démarche. Je cite les passages de tous les ouvrages que j'ai consultés. Et lorsqu'il s'agit des ouvrages consultés ailleurs, peut-être à Paris, à Bruxelles ou dans une autre université, je prends la précaution de photocopier. Donc, les gens qui ont la chance de passer chez moi, j'ai une bonne bibliothèque, assez bien fournie. Tout cela parce que, comme je viens de le dire, c'est pour me préparer au cas où quelqu'un arrivait à contester. Par exemple, quelqu'un avait contesté la lettre que j'avais publiée dans ce roman, donc le message du roi Léopold II aux missionnaires qui se rendaient en Afrique, disant que cette lettre avait été fabriquée par les Africains. Je donne la source. Donc oui, je prends toutes mes précautions. Les documents existent, on peut les consulter. Sauf ceux qui sont sous clé ou encore fermés à tout lecteur. Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez des pays africains qui vendent leurs terres agricoles aux Chinois ou aux Arabes des pays du Golfe. Nous avons longuement discuté pendant le salon du livre à Genève, justement de la présence chinoise en Afrique. Est-ce que cette présence est bonne ou ne pas bonne? Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Les Africains, en principe, s'accrochent à leur terre parce que la terre appartient à la famille et c'est l'unique bien qu'ils possèdent. Or, il se fait que, étant assez pauvres, certains autochtones se permettent de vendre une partie de leur terre parce que l'information qu'on leur donne ne correspond à aucune réalité. Le problème est là. On leur fait croire qu'une fois la terre vendue, ils seront, dans la plupart des cas, pas toujours, mais ils seront copropriétaires, qu'ils tireront de bénéfices de la terre vendue. Parce que, nous devons le dire, l'Africain qui est de tradition orale n'accorde pas la même importance du contrat qu'ailleurs. Raison pour laquelle, je m'excuse des termes, ils se font facilement avoir. Mais il appartient
aux États de pouvoir attirer l'attention des autochtones, des chefs de clan. Or, il se fait que les États eux-mêmes se font avoir dans ce sens, qu'ils veulent être populaires, appréciés par le peuple. Or, les conditions pour obtenir un financement auprès des banques occidentales ou du système international, comment dirais-je, l'accès est tellement difficile qu'il très facilement, ils renoncent. Mais ils ont en face d'eux un État qui a beaucoup d'argent frais, qui le met à leur disposition. Alors, c'est la Chine, bien entendu. Et dans cette volonté de vouloir être populaire, ils doivent initier des travaux. Et donc, ils acceptent l'argent chinois qui leur permet de construire des routes. Et souvent, c'est la Chine qui construit la route, ou l'hôpital, ou l'université, ou le chemin de fer, ou le terrain de football, ainsi de suite. La liste est longue. Et qui est apprécié? C'est le chef d'État. Même si les dictateurs